Je peux faire ma demande. Oui, oui. Queen, ceux qui ont les histoires, vous pouvez déjà envoyer les demandes. Ceux qui ont les histoires, envoyez déjà les demandes. Le temps que les gens se réunissent, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct, donc c'est normal que ça traîne un peu. Tu étais passé où depuis? J'attends tes lives. Je suis de retour. Je suis de retour. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, DMG. Toi? Très bien, merci. Ok. Bon, je vais raconter mon histoire. C'était à l'époque, j'étais encore toute petite, toute naïve. Et je travaillais dans un supermarché en tant que rayonniste à l'époque. J'avais fait la rencontre d'un monsieur. Chaque fois quand il venait où Tu peux je parler un peu plus fort, travaillais, s'il te plaît, avec un peu plus d'énergie, s'il te plaît. Ok. Je vais changer. Oui, je sais pas, c'est bon maintenant? Ouais, c'est bon maintenant. Oui, je disais que je travaillais à l'époque dans un supermarché où j'étais rayonniste et j'avais fait la rencontre d'un monsieur et là-bas, chaque fois il venait, on s'est changé de contact. Il venait après le boulot me prendre et tout. La relation a duré 1 mois et après il m'a invité une fois dans un hôtel. Nous y sommes rendus et rien ne s'est passé. On a passé du temps juste à papoter et tout. Après le 2e mois, lui ne vivait pas dans la même ville que moi. Il venait juste de temps à autre. Un jour, il est venu. Avant de venir, il m'avait envoyé une somme d'argent, de me faire belle, de me rendre belle et de m'habiller en blanc en fait, de mettre des sous-vêtements blancs. Bon, comme j'étais très naïve à l'époque, je me suis dit que bon, mon gars veut que je sois propre et tout. Avec cet argent-là, je suis partie, je me suis habillée comme il avait demandé, sous-vêtements blancs, tout, je me suis coiffée et tout. Arrivé donc dans la chambre, il est venu. C'est où il y a eu quelque chose. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir des couches de nuit dont j'avais un mari spirituel. Une fois, j'ai rencontré un homme. Il m'a fait la dot et les fiançailles et tout. Voilà que le jour même après la dot, juste après la dot, Attends. nous reposer. Attends, tu as rencontré un autre homme à part celui qui voulait les sous-vêtements blancs là? Oui. Okay. Non, après. Oui, après. Après avoir mis fin à la relation. Bref, quand nous sommes allés à l'hôtel, j'ai fait tout ce qu'il m'avait demandé, vêtements blancs, robe blanche et tout. Ça n'a même pas duré. Il m'a bloqué. Son numéro ne passait plus. J'ai essayé de l'appeler maintes fois avec différents numéros, rien du tout. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où il est allé. Donc, quand je parle même, j'en tremble. Et après 3 ans, je crois, après 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Il a pris l'engagement avec moi, il m'a fiancée et tout. Mais la même nuit de la dot, la même nuit après la cérémonie, quand nous sommes allés nous reposer et tout, aux environs de 3 heures du mat, comme ça, un homme est apparu dans notre chambre, vêtu de blanc, mais je ne voyais pas son visage. Un homme est apparu, mais je voyais quand même sa carrure. Donc, mon ami ne le voyait pas, mon fiancé ne le voyait pas, sauf moi. J'ai commencé à hurler, les gens de l'hôtel sont sortis et tout. Depuis ce jour, j'ai vécu le calvaire. À chaque fois que j'étais avec un homme, il apparaissait. À chaque fois que j'étais avec un homme, il apparaissait. À chaque fois.
Donc, j'en ai beaucoup souffert et à un moment, je n'aimais même plus dormir seule. Je n'aimais même plus dormir. Je préférais errer comme ça dans les bars, dans les snacks, avec des copines, de peur de dormir seule. Donc, c'est un peu ça mon histoire. J'en ai beaucoup souffert et les couches de nuit incessantes, non-stop, même en journée, même étant assise, je me retrouvais seulement mouillée. Donc, je sens juste là comme si il y a du liquide qui coule. Donc, ça a été un peu Jusqu'à mon présent. histoire. Non, ça a pris fin, je crois, il y a cela 2 ans. Mais sinon, depuis que cet homme-là m'a quitté, tout a chamboulé dans ma vie. J'ai vécu le calvaire 10 ans, comme ça, sans homme, sans rien. Et je le voyais toujours. À chaque fois que je fermais les yeux ou que j'étais seule, il apparaissait. Mais sans montrer son visage. Sans montrer son visage. Ça veut donc dire que ce qu'il te demandait là, les caleçons blancs, soutien blanc là, c'était en fait une partie de son rituel. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que comme je n'avais pas de copine, donc je me disais que c'était l'homme idéal, l'homme parfait, parce qu'il me couvrait des cadeaux et il était attentionné et il ne m'avait jamais proposé un truc de ce genre, qu'on aille coucher ensemble ou quoi d'autre. Jamais. Il n'avait jamais fait allusion à cela. Donc, et il aborde le sujet comment il dit, il aime les femmes propres, il aime la pureté. C'est comme ça qu'il m'avait prise dans son jeu. Et je suis tombée dans le panneau. Il m'a envoyé l'argent, j'avais acheté les sous-vêtements blancs, la robe blanche. Et après être passé à l'acte, il a disparu. Il ne m'appelait plus. Pas qu'il a disparu dans la chambre, mais après, le lendemain, son numéro ne passait plus. Mais je le voyais quand j'étais avec un homme, je le voyais. Il apparaissait. Et maintenant, tu vois encore le monsieur ou bien c'est fini depuis? Bon, depuis 2 ans, c'est fini, je le vois plus. Je le vois plus. C'est vrai que Ok. j'ai pas encore vraiment repris ma vie d'avant, mais je le vois plus. Ça a cessé. Donc, c'était du genre où même au travail, on m'avait chassé pour un rien, on m'avait licencié pour un rien. Je n'arrivais plus à trouver le travail. Même amitié entre filles, ça n'allait plus. Même dans la famille, ça n'allait plus. Il m'arrivait souvent même d'aller au marché comme ça pour un rien du tout. Les disputes avec les commerçantes au marché, on m'insulte. Donc c'était vraiment très très pénible. Et maintenant, les gens veulent savoir qu'est-ce que tu as fait pour que ça s'arrête. Parce que peut-être en commentaire, là, on sont 1000 personnes connectées dans le direct. Peut-être en commentaire, il y a d'autres qui vivent des trucs comme ça, mais ils n'ont pas le courage comme toi de monter et dire ça. Maintenant, sûrement ou indirectement, ils veulent savoir Bon, comment tu as fait pour que ça s'arrête aussi. bon, quand je vivais cette histoire-là, avant de rencontrer l'homme auquel j'étais fiancée, je n'avais dit cela à personne, ni à mes parents, ni à mes soeurs, à personne. Je cachais au fait, j'avais peur et tout. J'avais peur aussi surtout des moqueries, parce que même dans la famille, on allait dire, ah voilà, la longs yeux, la vie, sachant pas réellement ce qui s'était passé. Donc, je souffrais en cachette. C'est quand mon fiancé lui-même avait demandé qu'on lui remette sa dot, parce que lui n'arrive pas à comprendre comment la nuit je me mets à hurler. Donc lui, il avait même déjà peur de moi, parce que lui ne voyait pas le monsieur. C'est moi seule qui le voyais. Donc il avait déjà peur et tout. C'est où la famille me demande que mais qu'est-ce qui se passe? Là, j'étais obligée de dire. Et comme nous sommes, moi je suis de l'Ouest, nous sommes allés au village, on a fait des trucs, des rites, de ceci, de cela. Ça a plutôt empiré. Ça a plutôt empiré.
Parce que quand nous sommes allés au village, nous sommes allés voir un marabout qui nous a dit que c'était un fantôme. Donc, dont il est en, comment dirais-je, pour ceux qui ne voient pas, il est comme un humain, il a tout d'un être humain. Mais pour ceux qui voient, c'est un fantôme, c'est pas. Donc, il nous a proposé du travail. Nous devions aller à l'eau, à la rivière, pour me faire des bains et tout. On a fait ça plutôt empiré. Parce que là, maintenant, je les voyais à deux. Lui et une autre femme. C'était plutôt pire. Maintenant, puisque j'allais de maison à maison, de maison à maison, de maison à maison. C'est du genre où je passe, il y a une fête là, allez direct, je m'arrête pour perdre le temps, pour rentrer un peu tard ou bien à l'eau. Et c'était du genre où je pouvais même plus être avec des gens parce que à chaque moment, tu ressens comme si quelqu'un est en train de te toucher le bas, tu ressens comme si, et subitement, tu te sens mouillé. Donc, et après, il y a une connaissance. Ma mère a parlé de ça à une connaissance et elle nous a amenés chez un pasteur, je ne sais plus trop si le pasteur là même vit encore. Arrivé même là-bas, le combat était très rude. Parce que quand on a commencé avec les prières, je me suis évanouie. Le pasteur lui-même s'est évanoui. Donc, c'était très fort parce que là, quand nous sommes allés chez le marabout, c'est comme s'il avait pris, c'est comme si nous sommes allés renforcer ses lions en fait. Puisque lui n'apparaissait plus seul, mais avec une femme. Quand nous sommes allés voir le pasteur, c'était fort, je me suis évanouie. Et mes sœurs me disent par la suite que même le pasteur il s'est évanoui. Donc, c'était vraiment un combat très lourd. Et il y a aussi une dame là qui nous a amenés chez un monsieur. C'était un Béninois. Arrivé chez le Béninois, il a dit que comme c'est un fantôme, on doit traiter ce genre de problème donc au cimetière. C'est comme ça que nous sommes allés dans un cimetière avec le monsieur, le Béninois, et les bains et les bougies pour parler à l'esprit et tout. Et l'esprit a demandé qu'on lui remette ce que j'avais pris, que je lui dois quelque chose. C'est où le marabout dit que bon, elle te doit quoi? Qu'est-ce qu'elle te doit? Il dit que puisque après, il m'avait dit de ne pas me laver parce qu'il voulait que je conçoive son bébé. Mais quand je suis arrivée à la maison, j'étais pas prête. Moi, j'ai fait ma toilette, je me suis lavée. Il dit donc au marabout que non, j'ai quelque chose que je dois lui rendre. Quand on lui demande, il dit c'est que j'ai son enfant. On dit non, je n'avais même pas encore accouché à l'époque. Il dit qu'il veut son enfant. Donc, ça a été compliqué, très compliqué. Cette nuit-là même, on n'a pas pu finir le traitement, on n'a pas pu finir le rituel. Nous sommes rentrés. Le week-end qui suivait, le monsieur béninois, il a acheté une chèvre pour rendre cela au fantôme là, en guise comme un bébé qu'il me réclamait, avec les rites, accompagné des rites et consorts. Ma famille, j'étais accompagnée de toute ma famille, mes parents. Nous tous, cette nuit-là, nous sommes allés au cimetière parce que c'était de trop. Et nous sommes allés avec 2 chèvres. Arrivés là-bas, 2 chèvres, une chèvre noire sans tache et une autre blanche aussi sans tache. Arrivé, bref, c'est le marabout qui parlait avec le fantôme. Nous, on ne comprenait rien du tout. On ne comprenait rien. Puisque c'est moi qui arrêtais les chèvres pour qu'on aille donner à ce fantôme-là. Aïe, je tremble quand je parle de ça. Voilà donc
on a libéré le marabout, il a fait des incantations et tout. Pendant ce temps, ma famille et moi, nous étions aussi en train de prier que vraiment ça aboutisse et tout. On a relâché les chèvres là. Il y avait en plein cimetière. Hein. Dès que les chèvres là ont fait peut-être 5 mètres devant, nous avons seulement vu les chèvres tomber, donc les chèvres sont mortes. Là, sur place. Après 5 minutes, les chèvres là sont mortes. Le marabout a dit que ok, c'est bon maintenant. Nous avons fait l'échange. Il voulait l'enfant. Donc, il avait mis une sémence à toi. Et comme tu es rentré, tu n'as pas respecté. Tu as fait ta toilette. Pourtant, il t'avait demandé de ne pas faire la toilette. Et tu as fait, c'est où il s'est donc fâché, il a décidé de te nuire toute la vie. Donc tous les hommes qui venaient, il apparaissait, il s'aimait le désordre et j'avais comme une odeur spirituelle. Partout où je passais, on ne voulait même pas me sentir. Même dans les taxis en commun, c'était grave. Il fut une fois même, j'ai bagarré en plein marché parce que je passais, mon vêtement juste frôlait vous connaissez en Afrique les bourrettes et tout. Mon vêtement juste frôlait la bourrette d'un garçon comme ça. Mon Dieu, il m'a attrapé la chandelle qu'il m'a donnée, mais tout le monde est sorti. Qu'est-ce qui te pousse? Est-ce qu'elle a fait exprès? Au contraire, c'est son vêtement qui s'est déchiré. C'était la bagarre totale. Je suis rentrée ce jour-là à la maison comme une folle. Je ne savais même plus quoi faire de ma vie. À un moment donné, je me suis dit que non, là, c'est de trop. Mieux mourir que de vivre ainsi. Parce que cet homme-là même, il ne m'avait même pas donné beaucoup d'argent en tant que tel. Il ne m'avait même pas donné beaucoup d'argent en tant que tel. Mais il a gâché ma vie, complètement gâché ma vie. Je ne pouvais plus rien faire. Je restais seulement dans mon coin. Et quand je reste seule comme ça, c'est en ce moment-là que... Ah, s'il vous plaît, pardon, je suis en train de trembler. Quand je reste seule comme ça, c'est à ce moment-là que lui, il apparaît. Il commence à me faire des couches, même pas dans la nuit, même en journée, peu importe, même dans le taxi, peu importe l'endroit où je me trouve. Donc, ça a été une expérience vraiment, j'ai vécu 10 années, 10 bonnes années horribles. C'était horrible, je vous dis. C'était tellement horrible. À un moment même pour dormir la nuit, il y a une amie qui m'avait dit que... Merci beaucoup. Il y a une amie qui m'avait dit que pour lutter contre les couches de nuit, il faut, en dormant, tu portes ton slip en l'envers. Donc, tu changes le côté, tu mets le slip en l'envers. C'est ce que je faisais. Et qu'il ne faut pas dormir avec les vêtements noirs ou bien de couleur, ça les attire. Je faisais ça. Rien du tout. Rien du tout. En dormant, je me camouflais, je me couvrais. Et il y avait aussi quelqu'un, puisque je partageais mon histoire, parce que il y en avait marre déjà de cacher et de souffrir. Donc, je partageais un peu mon histoire pour trouver de l'aide et la solution. Et il y en a un autre qui m'avait dit de souvent lire le psaume 91 et mettre au chevet du lit, bénir le sel et tout. J'ai fait tout cela à rien. Un jour alors, j'ai pris j'étais partie faire bénir l'huile d'olive et l'huile d'olive et le sel. J'ai aspergé dans la maison, j'ai lu le psaume 91 comme on m'avait dit. Je me suis couchée. J'étais bien couverte, pantalon, chaussettes, pull, chapelet béni à mon cou, à mon poignet et au rein. La nuit là, je me suis seulement réveillée en sursaut, en retirant quelque chose comme ça dans ma poitrine. Et quand je fais tomber cela, je vois que c'est un mille-pattes, un gros mille-pattes comme ça, là, posé dans ma poitrine, enroulé. Quand j'ai retiré cela comme ça,
C'est tombé, ça ne s'est pas déroulé. C'est tombé toujours roulé. C'est comme si je me suis mise à crier, à crier, à crier. Mes soeurs, mes frères sont sortis, mes parents sont sortis. On a en gros 1000 pattes, on ne sait, la maison n'est pas dans la brousse, la maison est, comment dire, bien propre. Mais ce 1000 pattes-là, malgré que j'étais couverte, ce 1000 pattes-là est entré dans mon habit. On a brûlé le 1000 pattes, versé l'huile d'olive, mettre le sel. Le 1000 pattes n'a pas brûlé jusqu'à ce qu'on a réservé. Donc, on a pris un seau, on a posé dessus comme ça là, parce que les parents disaient que le lendemain, on devrait aller avec ça voir le pasteur. Le lendemain, quand on soulève le seau, on ne voit plus le 1000 pattes là. On ne voit plus le 1000 pattes. Le 1000 pattes avait disparu complètement. Jusqu'à ça m'a laissé une tache entre les seins comme ça, comme c'était enroulé et posé. C'est resté jusqu'à présent, j'ai cette petite cicatrice là, noire comme ça. C'est resté posé entre mes seins. Jusqu'à présent, j'ai cette cicatrice là. Donc, c'était donc, tu as vraiment... vécu quelque chose, hein? Oui, oui, oui. Tellement, tellement. J'ai vécu une période très, très forte dans ma vie. Très forte. C'était très fort. C'était très fort, vraiment. Cet esprit-là, il ne voulait pas me lâcher. Donc, les esprits de nuit, vraiment, pour ceux qui n'y croient pas, ça existe et ça ruine la vie de la femme. C'est un esprit vraiment très, très, très dangereux. Très dangereux. Donc, c'est Vraiment. un peu ça. Merci beaucoup pour l'histoire, Cynthia. Ok, merci à toi, DMJ. Et beaucoup de courage, hein. Surtout, il faut rester dans la prière. Oui, c'est ça. Il y a l'application Kanguka qui m'aide vraiment, qui m'aide à compléter tout ça. Ça m'aide et c'est en train de vraiment de m'ouvrir les portes. Il y a les portes qui étaient fermées il y a cela des années à cause de cet esprit, les hommes qui ne venaient plus, le boulot qui s'était arrêté, le rejet partout. Par la grâce de Dieu et à travers cette émission-là, je me sens vraiment, c'est comme si je renais de nouveau. C'est comme si je suis née de nouveau parce que même dans le boulot, ça va, tout marche, ça va. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. On va prendre une autre personne. Ok, merci à toi. Merci à vous de m'avoir écouté. Bonsoir, Juliette. Oui, bonsoir. Comment tu vas? Ah, DMJ, mais tu t'es où c'est depuis, Seigneur? Ouais, m'excuse, non. M'excuse. Je vais expliquer où j'étais à partir de 23h. Ok, je vais raconter mon histoire. En fait, il y a de cela quelques mois, j'ai fait la rencontre d'un garçon. Bon, pas d'un garçon, d'un homme, d'un jeune homme. Voilà. On s'est mis à parler, vous voyez souvent dans les nouvelles, bon, dans le processus de faire connaissance et tout là, le gars veut raconter ce qu'il a vécu dans sa vie, toi aussi tu racontes en fait. C'est dans ce mood là que c'est parti. Donc le gars, il a une petite fille de 4 ans. On s'est mis à parler. Maintenant, je lui ai posé la question, parce qu'on se posait des questions et tout. Je lui ai posé la question que, mais, tu parles de tout le monde. Il m'a parlé de sa mère, il m'a parlé de sa fille. Mais je lui ai posé la question que, et la mère de ta fille, elle est où? Il me dit, c'est une longue histoire. Je lui ai dit, non, moi, je veux que tu me racontes cette histoire-là. Et il a commencé à parler. Il me dit que la mère de sa fille, en fait, c'était une revenante. Mais avant qu'elle ne soit revenante là, ils étaient d'abord en couple. Du genre, tu rencontres une fille, tu te mets en couple avec elle, parce qu'ils se sont rencontrés à l'université. Donc, ils se sont mis en couple. Et un jour de décembre, elle dit qu'elle va rendre visite à sa famille en province. Quand elle va en province, arrivée en province là-bas, elle fait un accident et elle meurt. Mais sa mort était mystique parce qu'on disait que c'était son oncle qui avait payé sa scolarité depuis son enfance là. C'était son oncle là qui l'avait tué dans la loge. On dit cela la loge, dans la sorcellerie quoi. Il l'avait envoyé dans la sorcellerie. Donc quand elle meurt comme ça, parce que au village là-bas, sa mère occupe un grand poste. En tout cas, elle a une grande responsabilité dans le village et tout. Et elle passait tout le temps
à sortir. Quand elle est morte là, on l'a enterrée. Alors qu'on aurait dû faire un rituel sur elle, elle passait toutes les nuits à sortir. Et les gens dans le village la voyaient. Mais comme elle était l'enfant unique de sa mère, et sa mère avait toujours voulu avoir un enfant de cette fille-là, sa mère disait que ce n'est pas grave, que si elle peut sortir comme ça là, et elle fait même un enfant avec quelqu'un, et après elle, la maman, elle viendra récupérer l'enfant. C'était le souhait de sa mère. Parce que on dit qu'un jour sa mère est allée chez un marabout. Le marabout lui a dit effectivement, l'esprit de ta fille n'est pas en paix. L'esprit de ta fille se balade, ça vient nuire aux gens dans le village. Elle a dit non, ce n'est pas grave. Que si sa fille peut se balader comme ça, elle rencontre un étranger, elle fait l'enfant avec cet étranger-là, elle après elle viendra prendre l'enfant. Donc en tout cas, les gens dans le village la voyaient de temps en temps, elle apparaissait un peu partout. Donc le gars, il est resté ici en ville. Il a duré. À un moment, il appelle même le numéro de la fille, ça ne passe pas. 2 ans plus tard, un jour, il voit la fille dans un restaurant. Pourtant, elle était déjà morte. Hein. Il voit la fille dans un restaurant. Il salue la fille, comment tu vas et tout, machin. Oh, mais ça fait longtemps. On vivait ensemble, tu m'as laissé, tu es parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme ça qu'elle dit non, quand elle est arrivée au village, il y avait la plantation à faire. Sa mère était malade, elle a dû soigner sa mère, les trucs comme ça là. C'est comme ça que le garçon dit ok, mais tu me plais toujours autant. Le gars dit qu'elle était intacte comme à la période où elle est partie. Elle était intacte, toujours jolie et tout. Et elle était même encore plus fraîche qu'avant. Donc le gars reprend contact avec elle. Et les deux recommencent à sortir ensemble. C'est comme ça que ils sortent ensemble. 6 mois plus tard, la fille tombe enceinte. Quand la fille tombe enceinte, tout se passe bien. On la visite médicale et tout. Elle part à l'hôpital tranquille. 9 mois plus tard, elle accouche. Quand elle accouche là, il n'y a pas de problème et tout. Elle avait accouché une petite fille. C'est comme ça maintenant que le gars dit que depuis que tu es revenu, tu ne reçois même jamais l'appel de ta mère. Pourtant, tu as dit qu'elle était malade. Toi-même aussi, tu n'appelles jamais ta mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, laisse tomber. En tout cas, elle sait que s'il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne nouvelle. Entre-temps, au village là-bas aussi, on avait déjà dit, parce que sa maman, elle était en contact permanent avec le marabout. Donc, le marabout lui avait dit que l'esprit de ta fille maintenant, elle est en ville. Elle est en ville, elle a rencontré quelqu'un là-bas. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Si elle peut rencontrer quelqu'un là-bas, hein, qu'elle rencontre la personne, si elle peut faire l'enfant, je viendrai récupérer l'enfant. C'est comme ça maintenant que, un jour, donc le marabout informe à la mère que ta fille a accouché en ville là-bas. Bien contente, elle sait bien que sa fille est morte. Bien contente, elle attache, elle fait les paquets de concombres, les paquets d'arachides et tout. Elle met dans le panier et elle se retrouve en ville. Donc, avant que sa mère n'arrive, je ne sais pas si elle avait eu un 6e sens ou quoi. Avant que sa mère n'arrive, elle a disparu. C'est comme ça que le gars revient du travail. Elle a disparu, elle a laissé l'enfant avec la voisine, elle est partie. Quand la maman arrive en ville, la maman trouve le numéro du gars parce qu'il travaille dans une société de la place. Il trouve le numéro du gars. Elle trouve le numéro du gars, elle appelle le gars. Du genre, je suis la maman de tel. Je voudrais te rencontrer. C'est comme ça que il lui demande que, mais maman, tu n'étais pas censée être malade, allongée et tout. Elle dit non. Je vais tout expliquer. C'est comme ça qu'elle rencontre. Elle vient même jusqu'à là où le gars habite. Quand elle arrive comme ça là, elle dit au gars, assieds-toi. Parce que c'est que je vais te raconter là. Hein. Tu ne vas pas croire, mais assieds-toi quand même. On va, après t'expliquer, on va s'arranger. C'est comme ça que la maman vient avec les photos dans son sac, les photos des obsèques de la fille. Vous savez, avant là, quand les gens mouraient là, même si tu es dans le cercueil, on vient, on te filme. Donc, le jour des obsèques, il y avait les photos d'elle dans le cercueil, etc. La maman prend l'album photo qu'elle avait apporté. Elle montre au gars que voilà la fille avec qui tu as fait l'enfant. C'est comme ça que le gars se met à pleurer. Le gars dit que, mais maman, qu'est-ce que tu m'expliques comme ça? Il dit, oui, voilà la photo de celle avec qui tu as fait l'enfant. Parce que moi, depuis, j'ai de tes nouvelles. Je savais que c'était chez toi que ma fille était. Mais je savais aussi que ma fille allait faire l'enfant. Et moi, ce que je voulais d'elle, c'était qu'elle fasse un enfant. Comme ça que le gars se met à pleurer. Pleurer, il n'arrive pas à y croire. Il me dit qu'il tremblait comme ça là. Il appelle sa mère.
il demande à sa maman de venir. Quand sa mère vient, sa mère demande quoi, genre expliquez-moi ce qui se passe. Alors on commence à expliquer à la maman. La maman s'évanouit. Les voisins sont sortis. C'est quand les voisins maintenant sortent, parce que quand la maman s'est réveillée, elle a commencé à crier. Les voisins sont sortis, on a expliqué tout, machin. C'est comme ça que la voisine aussi, la voisine chez qui elle avait laissé l'enfant, dit que je comprends maintenant. Parce que même dans le quartier, quand on faisait les fêtes, elle n'aimait pas quand on la filmait. Parce que le voisin dit en fait qu'elle avait des réflexes. Elle n'aimait pas la cigarette. Elle n'aimait pas quand on la filmait. En tout cas, il y avait des choses qu'elle n'aimait pas, quoi. Il y avait certains bruits aussi qu'elle ne supportait pas. C'est comme ça que les voisins sont sortis. On a commencé à crier. On demande à la mère, est-ce que toi, tu savais que ta fille était ici là en ville? Elle dit que oui, elle savait. Elle savait parce que quand elle est décédée là-bas au village, tout le monde savait que elle était décédée mystiquement et on savait que son esprit devait être quelque part. C'est comme ça que les gens du quartier ont voulu frapper sa mère. La mère du gars a dit non, on ne peut pas la frapper. Mais les gens du quartier étaient tellement révoltés qu'on a emmené la maman chez le chef du quartier. On a emmené la maman chez le chef du quartier, on a expliqué l'histoire et tout. C'est comme ça qu'on a demandé à la mère que, mais tu savais que ta fille était morte, mais pourquoi tu as laissé ça? Pourquoi tu as laissé les choses se passer comme ça? Elle dit non, que quand sa fille, c'était sa fille unique. Qu'elle n'a jamais voulu que sa fille meure dans ce genre de conditions. Et son souhait, c'était que sa fille lui fasse beaucoup d'enfants. Donc, quand le marabout lui a expliqué que l'esprit de sa fille se balade, elle a dit oui, que si l'esprit de sa fille se balade, mais elle lui ramène juste un enfant, elle sera très contente. Donc, c'est comme ça qu'on a essayé d'arranger avec les gens du quartier. On a d'abord essayé de les disperser, ils sont partis. Ensuite, le chef du quartier et la maman du gars, ils se sont expliqués et tout. La mère de la fille a dit ce qu'elle veut, c'est juste ramener sa petite fille au village. Elle veut juste ramener sa petite fille au village parce que c'est le seul souvenir qu'elle a de sa fille. C'est comme ça que le gars a dit non, je peux bien accepter que de temps en temps tu viennes voir l'enfant, mais moi aussi je peux pas te laisser partir avec l'enfant parce que quand même c'est mon enfant. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Donc selon ce qu'il me dit, de temps en temps la maman vient voir sa petite fille. De temps en temps la maman vient voir sa petite fille en fait. Et puis ce qu'il m'a dit c'est que si il avait été plus éveillé sur le côté spirituel, ça n'allait pas se passer de cette manière-là. Parce qu'il dit que quand même, il y avait des signes. Parce que tu es en couple avec une personne, elle disparaît. Et même quand elle revient dans la ville, du jour au lendemain, elle ne te cherche pas. Que c'était bizarre. Et comme la maman du gars, elle est très chrétienne, de temps en temps, le gars invitait même la fille à l'église et tout. Elle ne voulait pas venir. Il y avait des trucs, même quand il y avait des grandes manifestations et tout, elle refusait de venir. Donc, en fait, c'est ça, en fait. C'était ça son histoire. Et il m'a dit que... Donc, Juliette, donc, actuellement, tu savais le gars qui a eu un enfant avec qui... Non, je ne sors pas avec lui. Je ne sors pas avec lui. En fait, lui et moi, on était en train de se parler parce qu'on s'est rencontrés comme ça, en fait. On faisait connaissance. Alors, il m'a raconté son histoire. Il me racontait son histoire. Je ne sors pas avec lui. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui a fait l'enfant avec un fantôme. Moi aussi, j'ai peur. Voilà. Donc, voilà. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. D'accord, merci aussi. Bonsoir, Nanichou. Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Oui, ça va. Merci de m'avoir appelé. Vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, mon français là, c'est pas trop clair, mais j'ai vraiment envie de m'exprimer pour que les gens puissent me conseiller ce qui m'arrive en ce moment. Vous m'entendez? Allô? Très bien, très bien. Voilà. Donc, mon histoire, c'est que moi, je suis malienne. Allô? Allô? Oui, il faut parler, on t'écoute déjà. Ah, d'accord.
Moi, je suis une Malienne. Je suis dans Tu as les écouteurs? Non, non, non. Tu bouges beaucoup le téléphone, c'est pourquoi le volume monte, ça descend. Il faut maintenir le volume sur une position. Ok, d'accord. Maintenant, ça va? Ouais, c'est bon là. Voilà, moi, je suis malienne, je suis dans le vingtaine. Alors, j'ai fait une rencontre avec un vieux père qui est entre 60, 65 comme ça. C'est vraiment un cadre au Mali ici. Donc, il m'a vu ce jour-là, j'étais partie récupérer quelques documents à la mairie. Donc, le gars, il m'a vu vraiment, il m'a abordé, on a parlé, on a échangé les numéros et tout. Donc, je suis venue à la maison direct. Le gars m'a envoyé 100 000. Il m'a dit, il faut prendre crédit, après on va se parler. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, je viens de te voir comme ça, direct, tu m'envoies l'argent. Tout de suite, je ne vais pas manger l'argent, quoi, parce que souvent ici au Mali, avec des cadres là, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, on a commencé à se fréquenter. Il m'envoie de l'argent, on sort, on part dans les lieux vraiment chics, là où on peut trouver des cadres et tout. Donc, il m'a dit qu'il a fait un déplacement hors du Bamako. Si ça me plaît de l'accompagner. Je dis, ok, pas de souci. Donc, en ce moment même, j'avais envie de voyager et tout. Donc, on est parti là-bas. Il a réservé un hôtel vraiment 5 étoiles là-bas. Moi-même, j'étais vraiment, vraiment, vraiment content et tout. Donc, on a parlé. Il a commencé à téléphoner, à faire ses affaires et tout. Donc, il m'a dit, ma fille, donc je te fais confiance parce que tu as l'air un peu jeune. Je vais t'exprimer ce que je viens faire ici. J'ai dit, ok, je t'écoute. Il a dit, bon, comme lui, c'est un cadre dans son milieu, il a trop de méchanceté dans le lieu de travail et tout. Donc lui, il est venu voir un marabout. Donc pour que le marabout fasse travail pour qu'il puisse rester dans son lieu de travail, quoi. Donc on est parti très loin. On a roulé plus de 5 heures en roue. Moi, mais au début, je commençais déjà à avoir peur. Mais je me suis dit que c'est un cadre. Il est un peu connu au Mali. Donc, je risque rien. Au début, je me suis dit ça, en fait. Je me suis dit, bon, il ne risque rien. Comme le gars là, il est un peu connu et tout. Donc, on est parti. Lui, il est rentré là-bas. Il a fait ses trucs et tout. Donc, son marabout envoie un petit. Il me dit, la fille qui est assise dehors là, va l'appeler, je vais la parler. Moi, je dis, moi je ne suis pas là. Je suis juste venu accompagner des gars là. Il m'a dit, moi, j'ai une étoile vraiment qui brille. Mais lui, il a l'impression que je suis... Depuis à bas âge, on a fermé mon étoile, quoi. Donc, du début, ce que le gars disait, c'est vrai. Parce que moi, je suis musulmane, je viens d'une famille là où mon papa a 4 femmes. Ma maman est la 3e. Donc, au début, tout ce qu'il me disait, moi, j'ai déjà vécu tout ça, là, en fait. Donc, j'étais convaincue. J'ai dit, peut-être ça ne marche pas chez moi. Les gens me regardent, je suis une belle fille, mais rien ne marche chez moi. Personne ne me demande un mariage et tout. Donc, du coup, moi, j'ai cédé. Les gars, il a fait travail. Ce jour-là, ils ont tué 2 moutons pour moi et 5 paquets de bougies. Donc, il m'a dit de donner mon nom, le nom de ma maman et tout. Au début, moi, j'étais un peu naïve, quoi. Le truc, il est passé, ça fait même pas 2 mois d'abord. Donc, moi, j'étais un peu naïve. Le gars, il a fait le travail et tout. En revenant à l'hôtel, moi, j'ai dormi toute la journée. Toute la journée, j'ai passé toute la journée à dormir. Le gars, même, il était inquiet. Il a appelé son marabout. Quand je me suis réveillée, il a commencé à me raconter le truc là. Il dit, moi, j'ai eu peur parce que tu as passé toute la journée à dormir. Je te réveille, tu me parles pas et tout. Donc, quand je me suis réveillée, je me sentais pas bien. Mon corps était lourd et tout. Donc, directement, j'ai appelé mon intime ami. Je lui ai expliqué la situation. Lui-même, elle m'a crié dessus. Il m'a dit, comment toi tu peux faire ce genre de truc-là? Les gars même que tu ne connais pas, tu vas aller travailler, que ton étoile brille. Mon ami m'a conseillé de venir directement au Mali. Il ne veut pas que je reste là-bas. Je suis le truc là parce que c'est un ami d'enfance et tout. Donc, je suis venue au Mali, à Bamako. Depuis que j'ai mis mon pied à Bamako, là, je commence à faire des rêves vraiment bizarres. Quand je rêve, je me trouve dans un cimetière là où je me vois faire de l'amour avec des cadavres. Souvent, quand je marche seule, je parle. J'ai eu peur j'ai perdu 5 kilos. Ma maman a dit non, ça c'est pas normal.
Donc lui, il a commencé à me questionner, à me mettre de la pression pour que j'explique le problème. Moi, je lui ai expliqué le problème. Moi, maman a dit, hé ma fille, ils ont vendu ton arbre. Mon maman a commencé à pleurer et tout. Donc on est parti voir un marabout très lointain de Bamako. Donc moi j'ai appelé les gars, j'ai dit ce que tu m'as fait là. Moi je ne vais pas te pardonner. Si là où tu as parti travailler là, si tu ne retires pas ce que tu as fait, moi je vais publier tes photos sur les réseaux sociaux. Les gars ont commencé à paniquer. Donc directement il m'a envoyé 500 000. Il m'a envoyé 500 000 sur mon Orange Money. Il m'a dit non, c'est rien, il faut que moi j'achète quelque chose pour que ça passe. C'est quelque chose qui est naturel chez moi. Donc, dans tout ça là, j'ai pas expliqué à maman que j'étais en communication avec des gars toujours. Donc, là où on est parti chez le marabout a dit mon cas là, c'est vraiment compliqué. Donc, lui, il ne peut pas faire le travail, mais il connaît un autre marabout là où il peut m'envoyer là-bas. Ça, c'était à Burkina. Nous, on est parti jusqu'à Burkina pour aller faire le travail. Donc, le gars a commencé. J'ai fait un mois et 10 jours chez le gars. Ah, mais 1 mois et 2 jours, là, moi, je souffrais de... Moi, j'ai vu tout sort de mal là-bas. Tout sort du mal, moi, j'ai vu ça là. Le marabout m'a dit que vraiment, mon cas est compliqué parce que c'est moi-même qui a donné mon accord à le marabout du gars pour qu'il fasse le travail. Parce qu'il ne m'a pas obligé à dire... Il ne m'a pas obligé à faire le travail. C'est moi-même qui a donné mon accord pour que le gars puisse faire le travail. Il a dit vraiment mon étoile est prise. Tout ce que lui il peut me dire. Lui aussi il a commencé, tu sais les Burkinabés là et tout, lui aussi il a commencé, nous sommes des musulmans, lui il a commencé à dire non, il faut qu'on te lave dans un cimetière, il faut qu'on trouve l'habit de comme on dit, d'un cadavre pour qu'on travaille sur toi. Ma mère a dit non parce qu'elle est croyante. Elle a dit non, ça ne peut pas marcher comme ça parce que là où on est déjà, ma fille elle souffre. Donc, si toi, tu viens de parler de cimetière encore, tout le reste, là, ça va être compliqué. Jusqu'à ce que mon papa était obligé de divorcer ma maman parce qu'il a dit que non, là où moi je suis partie là, je suis partie me vanter là-bas. Donc, il peut pas prendre ma mère et moi dans une maison là où lui, il prie toujours à la mosquée. Sa fille se permet de faire ce genre de truc. Donc, on a tourné. Vraiment, moi, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Un jour, je me suis couchée dans mon lit, là où j'étais chez les gars là, à Burkina. Tu sais, je ne sais même pas, c'est après on m'a dit ça. Moi, j'ai sorti mes habits pour marcher dehors, tu vois. Moi, je suis d'une grande taille. Je suis de teint clair. Quand on me voit, moi-même, je sens quand on me voit là, je suis, comment on dit ça, je suis attirant, quoi. Donc ce jour-là, moi, c'est après on me dit ça, j'ai fait mes habits, je suis partie, ils ont venu me chercher. Vraiment, là où moi je suis là, je ne sais même pas quoi dire. Ah. Je ne sais pas quoi dire. Maintenant, on est venu à Bamako. On est venu à Bamako, on m'a dit qu'il y a un pasteur, lui il fait des prières sur ces choses-là en fait. Au début, ma maman n'était pas d'accord parce qu'il dit que lui, elle est musulmane, elle ne peut pas faire ce genre de trucs. Donc, avec la complicité de ma meilleure amie, on est parti chez le pasteur là. C'est hors du Bamako encore. On est parti voir les gars. Les gars ont fait des prières sur moi. Il a commencé à faire comme on dit, je ne suis pas chrétien, donc je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Les gars ont commencé à travailler sur moi. Il m'a donné de l'eau sacrée, je ne sais pas, j'ai commencé à mettre ça sur moi. Maintenant, je commence à rêver comment on dit, le gars qui a fait le maraboutage, il vient dans mon sommeil, il a dit c'est moi qui a pris ça, en sommeil quoi. Quand je rêve de ça, il a dit c'est lui qui a fait ça. Lui, il me demande pardon, sinon tout ce que lui, il fait de l'ancien jusqu'à là, ça risque de prendre sur lui. Souvent, je rêve de ça. Souvent, le rêve devient souvent en réalité, tu vois. Le gars a travaillé. Maintenant, aujourd'hui,
Je ne veux pas dire que ça va totalement parce que je commence toujours à faire des rêves. Mais depuis que je suis partie chez chez le pasteur là, ça va, mais il m'a donné des médicaments que je dois laver pendant 41 jours. Donc quand le truc là fini, je dois retourner. Donc je vais sensibiliser la jeunesse malienne. C'est que moi j'ai vécu là, j'ai des preuves, j'ai des captures d'écran, j'ai la somme. Pas seulement malienne, hein, même africaine en général, tu vois. Ça commence à être développé au Mali, surtout dans les cadres là, vraiment, que les filles font très attention. Le truc, les gars, il m'a même, quand on est parti en voyage là, il m'a même pas touché. Il était parti juste pour faire son truc là en fait. Moi j'étais vraiment naïve. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas dire que ça va totalement. Parce que les rêves, là, ça commence toujours à venir. Mais je peux dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, ça commence à aller. Donc, ça vaut longtemps que moi, je te suis, mais tu ne faisais pas direct. Je voulais rentrer pour expliquer mon problème. Donc, pour que les gens soient vigilants. Toute chose qu'on ne doit pas être pressé. Si ton jour vient là, ça va venir. Et on n'a qu'à arrêter de suivre des inconnus comme ça à cause de l'argent et tout. Au début, les gars me faisaient tout. En ce moment, c'est iPhone 13 qui était sorti. Il m'a acheté ça cash. Au moment où les mèches brésiliennes et tout, il m'a acheté tout ça. Mais au final, les gars m'ont fait ça. Donc, soyez vigilants. Aujourd'hui, je peux dire alhamdoulilah parce que je commence toujours je continue à me laver avec le médicament du pasteur là. Donc, je suis musulman, je suis croyant, mais je peux dire que le pasteur là m'a vraiment aidé. Parce qu'il y a des marabouts ici au Mali, tout le monde dit qu'il est fort, mais moi je suis parti là-bas, je n'ai pas pu trouver la solution là-bas. C'est chez un pasteur que j'ai trouvé solution à mon problème là-bas. Donc, tout ce que Dieu fait dans la vie, il faut être patient. Donc, c'est ça que je voulais dire. Mon français, c'est pas trop. Je ne sais pas si les gens ont compris l'histoire. Mais vraiment, je suis vraiment... On a tout compris ton histoire. Tu t'es très bien exprimé. Et vraiment du courage. Et on espère que ça va aider aussi à sensibiliser plusieurs personnes dans ce direct aussi. Et même hors de ce direct. Ceux qui auront la chance de tomber sur cette vidéo. Merci beaucoup. Bonsoir, Jess. Bonsoir, DMG. Depuis je disais dans les commentaires, j'ai pas vraiment d'histoire à donner, mais c'est juste pour sensibiliser et te dire merci vraiment pour tout ce que tu fais parce que c'est vraiment triste. La jeunesse, c'est ce que je disais à ma petite soeur aujourd'hui, c'est très triste parce que tu vas les voir dans les grosses voitures. Elles sont tellement naïves, elles ne savent pas que c'est leurs armes qu'elles partent vendre. La jeunesse africaine est devenue paresseuse. Arrêtez toujours de dire qu'il n'y a pas le travail. Vos sugar daddy là, vous partez travailler l'argent pour eux. Même s'ils te donnent 2 millions, ça n'enlève en rien de ce que lui va récupérer sur toi. S'il vous plaît les filles, s'il vous plaît, même tout travailler. Tu vas voir une fille, elle va dire qu'elle est une panthère, elle est ceci, elle est cela. Après, demain, quand tu es là dans la trentaine, tu commences à dire que je n'ai pas de chance. Pourquoi ma vie? Tu vas commencer à maudire Dieu avec ta bouche. Alors que c'est toi-même qui allais chercher tes propres problèmes. Parce que vous êtes incapable même de mettre les choses. Moi, j'ai fait beaucoup de choses avant de quitter même l'Afrique. Quand les gens disent que oh, il n'y a pas de travail en Afrique, avant de quitter l'Afrique, j'ai vendu les choses, j'ai fait les trucs. Si moi-même je voulais me lancer dans la facilité, c'est que je suis entrée dans la facilité. Aujourd'hui, je suis où? Je suis là où je suis, pas ma propre sueur. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est pas malienne. L'histoire de Cynthia et celle qui vient de passer là, ça va beaucoup, mais beaucoup d'entre elles vont écouter, vont dire, ah, on s'en fout. Telle est partie, ça a fait quoi? Il y a telle star qui est partie, ça a fait quoi? Mais chacun a son destin et chacun a sa finition. À the end of the day, c'est chacun qui va comprendre sur lui. Donc, DMV, il est venu vous sauver. Il est venu racheter les âmes de beaucoup de personnes. Parce qu'il n'y a jamais eu une émission comme ça. C'est mon grand frère qui m'expliquait ça quand ça se passait sur YouTube. Mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de voir ça sur TikTok. Je me suis directement abonnée. Vraiment, je te tire un très grand coup de chapeau. Je te félicite énormément parce qu'il n'y a pas. Je n'ai jamais vu une émission comme ça là. Moi, ma mère est décédée. Ma dernière petite soeur avait 3 ans. L'autre avait 6 ans. Je suis restée avec tous les enfants de ma grand-mère sont décédés. J'étais la seule qui prenait soin d'elle, de tout le monde. Si j'étais le genre de fille que j'aimais la vie facile,
Ce que moi, je suis à décéder aujourd'hui parce que j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis ancrée là où on devait. Mais j'ai dit non, je vais me battre. S'il vous plaît, la jeunesse qui part en perversion, je ne sais même pas comment je vais qualifier. Il faut qu'on se ressaisisse. Les jeunes garçons qui veulent la facilité, entrer dans les loges, les jeunes filles qui partent dans les boîtes, qui ont les sugar daddy. À the end of the day, c'est vous qui allez pleurer. Merci DMV, c'est tout ce que moi je voulais te dire. Vraiment, merci pour tout. Merci beaucoup. Merci pour le message. Merci pour la force. En fait, ça fait un moment que je vous suis et je voulais vous remercier pour ce que vous faites. Parce que c'est... parfois, les gens vivent des situations et ils ne savent même pas à qui raconter. Et ils n'ont personne pour les écouter. Mais vraiment, ton concept, c'est très bien, quoi. Ça permet aux gens de parler, de savoir que les situations qu'ils vivent, il y a d'autres qui les vivent aussi et que ça les encourage, quoi. Et je voulais profiter pour raconter une histoire d'une amie à ma tante au Cameroun, dans la ville d'Edea. J'ai pas le retour, je sais pas si on m'écoute. Oui, non, on te suit bien. Mhm. Donc en fait, c'était à l'époque quand j'étais adolescent, j'étais plus jeune. Il y avait une amie à ma tante qui travaillait dans un grand hôpital de la ville là-bas. Et comme elle était très, très amie, genre d'amitié forte, on dirait limite des sœurs, à ma tante qui était là-bas. Donc parfois, elle venait rester avec nous à la maison. Et nous, quand on la voyait, on était trop fascinés. On disait, oui, tu travailles à l'hôpital, ce n'est pas n'importe quel hôpital, tu es très bien dans ton boulot. Et à l'époque, ma tante vendait, elle était commerçante. Elle dit que moi, mon travail, c'est le commerce et parfois, les gens me donnent même me payent avec les faux billets et tout ça. Et puis, donc il y a trop de difficultés, mais toi, je t'envie, quoi. Et elle faisait genre savoir à sa copine qu'elle enviait un peu son travail. Et sa copine à l'hôpital était sage-femme. Elle dit, en plus, ton boulot, c'est très bien, tu donnes naissance, tu aides les gens à donner vie. Et moi, je suis là, je vends, alors que parfois, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, ma tante, son amie lui a dit, mais non, mon boulot n'est pas facile, hein. Et elle nous a donc raconté une histoire pour nous faire comprendre la difficulté de son quotidien au travail, quoi. Donc, à l'époque, là, elle avait une patiente qui était la femme d'un haut placé dans la ville. Et elle venait se faire consulter pour sa grossesse, elle devait accoucher. Et quand elle a vu dans tout le service, elle a remarqué, la dame, on va lui donner le nom de Marie. Elle a remarqué maman Marie à l'hôpital. Elle a dit que maman Marie, s'il te plaît, j'aimerais que quand je vais accoucher, que tu sois seule avec moi dans ma chambre. Parce que bon, quand je te vois, tu as un bon comportement, tu nous traites bien. Et je me sens bien avec toi. Et bon, maman Marie, à l'époque, elle avait un certain âge. C'était comme une maman, elle prenait vraiment toutes les malades comme ses filles. Et elle était vraiment attentionnée, quoi. Elle a dit, s'il te plaît, j'aimerais que quand je vais accoucher, c'est toi qui t'occupe de moi seule dans la chambre, quoi. Elle a dit, ok, pas de souci. Bon, après aussi, c'était la femme d'une certaine personnalité. Elle a vu que peut-être qu'elle voulait avoir l'intimité et tout. Elle a dit, pas de souci. Elle a suivi la grossesse. Et la veille du jour, elle devait accoucher parce qu'on lui a dit, bon, viens le lendemain avec ta valise. Le soir, là, il lui dit que maman, n'oublie pas, comme je t'ai dit là, pardon, je vais être seule dans ma chambre et tout. Et je vais même te donner une enveloppe. Il n'y a pas de souci, mais je veux vraiment être seule et que il faut être courageuse et forte pour demain. Elle a dit que, pourquoi elle lui dit ça? Bon, après, elle a dit, bon, peut-être sur les hormones de grossesse. Elle est passée dessus. Le lendemain, elle a pris sa valise, elle est venue. C'était le soir. Elle est venue, elle a entré, ils ont fait l'inscription, tout ça, la procédure normale, pas de souci. Les contractions ont commencé, pas de problème. Après, quand l'enfant annonçait allait venir, quoi, elle a donc fait sortir le personnel. Elle est restée seule. Bon, c'est aussi une femme qui a beaucoup d'expérience. Elle est restée seule et puis la dame donc lui dit que maman, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur, il faut être courageuse. Elle dit que mais pourquoi tu me dis d'être courageuse? C'est à moi, elle te dit d'être courageuse, c'est toi qui es en travail, c'est toi qui es en souffrance. Elle me dit,
Elle dit non, et je te dis seulement, il faut avoir peur, ne panique pas. De toute façon, tu es une bonne personne, rien ne peut t'arriver, ne panique pas, ne panique pas. Après qu'elle disait ça, vu qu'elle était en contact en même temps, elle a commencé à pousser. La dame lui dit pousse, pousse. Elle pousse DMG. Quand la dame pousse, la maman Marie met sa main pour attraper le bébé. Qu'est-ce qu'elle a vu DMG? C'était la tête de Mboma qui commençait à sortir. La tête de Mboma sort. Elle a sursauté, elle a regardé la dame lui a fait signe avec les yeux que ne fait pas un mouvement brusque. Elle s'est mise sur le côté, le serpent est sorti. Tac, 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 long, je sais pas, on dirait un piton. Le truc, il est sorti. Tac, tac. Elle allait se mettre dans un coin, sous la moire, où on rangeait les médicaments. C'est maintenant que la dame, elle regarde la dame pousse maintenant, le bébé sort maintenant, c'était un garçon. Le bébé sort, elle prend le bébé, elle fait ce qu'elle a fait, elle nettoie. Elle ne même plus elle en fait, parce qu'elle nettoyait, elle regarde dans les angles pour voir où le gars est parti, le serpent est parti, c'est caché, s'il va ressortir ou non. Elle nettoie, elle regarde, bouche trop. Elle a nettoyé tout, elle a fait les soins à la dame, fait les soins et tout. La dame, entre-temps, elle a un peu, vu qu'elle était fatiguée, elle a un peu, comme si elle a un peu piqué un petit sommeil, je sais pas quoi, elle a un peu, était un peu évanouie un moment. Et puis elle a fait les soins, nettoyé et tout. Et maintenant, quand elle voulait remettre les sous-vêtements, tu vois, quand les femmes viennent accoucher là et tout, on nettoie et puis on les met les protections de femmes là et puis on met les sous-vêtements. Quand elle voulait remettre ça, et voilà, elle entend le bruit de la moire qui venait, le serpent là ressort. Il revient DMG. Il est entré ou il est sorti. Il est rentré encore dans le ventre de la dame et tout. Entré là. Elle est restée paniquée, scandalisée. Après, elle a remis le truc, la dame s'est réveillée. Elle regarde la dame comme ça, la dame fait signe que ne panique pas, rien. Après, vu qu'elle était un peu fatiguée, elle a pris le bébé, elle l'a ramené chez les infirmières pour qu'on fasse on prend les mesures, tout ça, taille, tout ça pour le bébé, rien. Après, elle a laissé la dame dormir, elle ne voulait pas entamer la discussion tout de suite. Mais le matin, au petit matin, quand elle faisait sa ronde avant de partir, parce qu'elle a fait la garde toute la nuit, elle vient voir la dame et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle ne m'avait pas dit depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle commençait à poser plein de questions. La dame lui dit seulement comme moi, pardon, c'est mon premier enfant comme ça là que j'arrive à donner naissance. Parce que à chaque fois, quand je veux le faire, j'arrive pas. Donc du coup, l'enfant reste et puis le serpent finit par manger l'enfant dans le ventre parce qu'il n'y a personne qui peut l'aider pour l'accouchement, quoi. Et c'était en fait le truc qu'ils avaient parce que son mari, c'était un grand type de la ville, je ne veux pas dire le nom. Et quand la femme avait comme ça, quand elle allait, elle faisait des rapports avec plein d'autres hommes dehors. Qu'elle fait comme ça, là, le truc là attire, je sais pas, là, attire les chances, les bonheurs, les étoiles. Déjà avec qui là, on a un rapport sexuel là, et comme ça fait augmenter le grade de son mari. Donc c'était comme ça qu'il fonctionnait, quoi. Et quelques mois après, on les a affectés dans une autre ville. Donc, ils ont changé de ville. C'est pour ça qu'elle a pu raconter après. Mais sinon, la dame lui avait donné, à l'époque, elle avait donné une mallette, c'était 2 millions, un truc comme ça. Je regarde le silence et tout. Mais après, quand ils ont déménagé, au bout de quelques années, c'est là qu'elle a pu raconter dans ma tante, là, disant que quand tu vois quelqu'un qui travaille, il ne faut pas ennuyer son boulot parce que dans tous les boulots, il y a les inconvénients, il y a les avantages, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'inconvénients et parfois des inconvénients même terribles que tu ne peux même pas imaginer. Non, c'était un peu ça, quoi. Quand vous voyez les gens qui bossent, je dis pas, oh, ton travail est trop bien, papa n'est pas bien. C'est là, il y a des trucs que tu peux rencontrer dans ta vie que peut-être tu dis que mieux je porte mon pouce, c'est pas moi pour se marcher des dos. En tout cas, merci beaucoup la team. Merci, bonne soirée ODMG, bon courage, force au mouvement. Mais attends, merci beaucoup. Merci. Ça me surprend que je vois les gens en commentaire, d'autres sont surpris. C'est la première fois que vous suivez les 4 histoires-ci. Il y a plusieurs histoires qui circulent, du genre, il y a des femmes avec des, je sais pas, je vais appeler ça totem ou bien, bon, bref. Avant d'accoucher, il y a d'abord un animal qui l'accouche avant que le bébé ne sorte. J'ai suivi l'histoire, c'était une histoire, je ne vais pas mentionner la région. Elle devait d'abord accoucher, ou c'était une forme de lézard avant que l'enfant ne sorte même. Tant que le tube ne sort pas, l'enfant ne sort pas. Et généralement, c'est les médecins qui sont déjà initiés ou bien au courant de la chose qui pratiquent ces opérations-là. Vivi, bonsoir. Bonsoir DMG.
Comment tu vas? Oui, ça va bien et toi? Très bien, merci. Oui, je suis montée aujourd'hui pour raconter l'histoire de ma mère. Le thème de l'histoire, c'est choisis bien l'homme avec qui tu vas te marier. Souvent, quand on veut se marier avec quelqu'un, on a tendance juste à regarder le côté matériel, s'il travaille, s'il est bien, mais on oublie le côté spirituel. Donc, c'est ça. Donc, mon histoire, c'est comme si moi, ma mère avec mon père, ils se sont séparés depuis que j'étais très petite. Donc, j'ai pas grandi avec mes parents aussi. Donc, c'est ça. Et après, ma mère s'est remariée avec un homme. Ils se sont mariés, vraiment mariage officiel, à l'église, la dot, tout, la mairie, tout, tout, tout. Et après, dans le mariage, c'était devenu des problèmes et des problèmes. Mon beau-père, déjà, à la base, ma mère, elle avait moi et mon petit frère. Mais ils nous aimaient pas. C'était vraiment des problèmes, vu que moi, j'habitais pas avec eux. Mais le mari avait 2 enfants. Une grande fille, qui était plus âgée que moi, vraiment une grande fille, et une autre jeune fille. Et après, moi, ma mère, elle avait moi et mon petit frère. Et eux deux, ils ont eu un enfant et une fille. Donc, c'est ça. Et après, c'était devenu des problèmes. Mon petit frère qui habitait avec eux, quand mon petit frère faisait une bêtise, il fallait qu'il puisse s'énerver, taper mon petit frère. Il y a eu un temps même, moi je suis allée habiter là-bas, c'était des problèmes jusqu'à ce que j'ai dû partir, tellement de problèmes. Il était très violent, c'était la bagarre tout le temps, tout le temps. Et après, c'était vraiment plus possible. Et là, ils se sont séparés d'une mauvaise façon. C'était même les sœurs de ma mère qui sont allées là-bas. C'était vraiment la bagarre pour aller séparer le couple. Et après, elle a quitté la maison, elle est partie. Elle a laissé notre petite sœur avec qui elle a eu avec son ex-mari. Après ça, après leur séparation, il fallait entamer le divorce. L'homme ne voulait même pas divorcer. Il voulait pas. À chaque fois ils sont allés en justice. C'était toujours, le mari ne venait pas. Le monsieur ne se présentait pas. À chaque fois, il ne se présentait pas et tout. À un moment donné, ma mère a commencé à tomber très malade. Chez nous, au Congo, chez nous, on a une maladie qu'on appelle le Mwanza. C'est un truc, ça se présente comme un bouton. Et après, dès que tu le grattes ou quoi que ce soit, ça s'aggrave. Ça devient comme une plaie, mais une plaie bizarre qui ne guérit pas. Pour les guérir, il faut que ça soit dans la prière, les traditions et tout. Ma mère a commencé à avoir cette maladie-là dans ses parties intimes, dans ses parties vaginales. Elle a commencé à souffrir de cette maladie. Ma mère souffrait. Ma mère, c'était une femme, au départ, une femme d'affaires. Elle faisait des affaires, des commerces, tout ça. Tout ce qu'elle faisait commençait à tomber. Ses affaires ne fonctionnaient plus et tout. Elle a commencé vraiment à tomber gravement malade. À chaque fois qu'on partait dans une église, ça sortait toujours que non, la personne qui lui faisait ça, c'était son ex-mari. La personne qui lui faisait ça, c'était son ex-mari. Ça, c'était toujours la même chose. C'était toujours la même chose. Toujours la même personne. À chaque fois qu'on partait de la prière, c'était toujours la personne qui lui fait ça, c'est le mari. Des fois, quand on lui faisait des délivrances, le monsieur parlait en elle pour dire je ne vais pas la laisser. On est mariés, que ce soit dans le physique, mais aussi dans le spirituel. C'était toujours, il voulait nuire à ma mère. Et après, ma mère était obligée de quitter la ville. Elle est partie dans un village où il y avait mon grand frère qui était là-bas. Ah, pour les gens qui écoutent, c'est son ex-mari. Elle était obligée d'aller dans un village pour aller se faire soigner là-bas. Elle a dû prendre des traitements, des tisanes, on faisait des lavages et tout et tout. Elle a passé près de 1 an dans ce village-là pour qu'on puisse la soigner. Qu'on puisse la soigner et tout. Et là, ma petite sœur, comme ils ont eu un enfant, une petite fille, elle était restée là-bas avec le monsieur parce qu'il ne voulait pas donner l'enfant. Ma mère est partie là-bas, elle s'est rétablie petit à petit. La maladie commençait à partir, ses affaires commençaient à reprendre et tout. Et un jour, on reste comme ça, on nous appelle que là-bas avec la petite fille, vraiment, le monsieur a tapé la petite jusqu'à ce que la police a dû intervenir. Et là, ma mère, elle a dû partir là-bas avec ses soeurs vite fait et tout. Et quand on a pris l'enfant DMG, je te dis, ma petite sœur, j'avais pleuré ce jour-là quand j'avais vu ma petite sœur. L'enfant était bizarre.
L'enfant était bizarre, vraiment bizarre. On a pris l'enfant était amaigri, on dirait elle était perdue, on dirait qu'on avait fait quelque chose, elle n'avait plus son intelligence. Tu parles à l'enfant, on dirait que, tu vois, l'enfant n'est pas là. Donc, ma petite soeur, quand ma mère l'a repris, ma mère a dû couper les ponts avec son père, qui est son ex-mari. On a commencé à emmener l'enfant à l'église, à la prière. Donc, il avait déjà commencé à gaspiller l'enfant, la vie de l'enfant. Il commençait à gaspiller la vie de l'enfant et tout. Et on a éloigné ma petite soeur de son père. Ma mère aussi, elle n'a plus aucun contact avec le monsieur. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. On a juste des échos. Même sa fille avec sa première fille, ses 2 premiers enfants qu'il avait eus, ils sont là toujours dans des problèmes, dans des situations compliquées. Moi, aujourd'hui, ma mère, elle est dans la prière, malgré que, bon, tout ne va pas bien. Hein. Elle n'a pas repris sa vie d'avant parce qu'aujourd'hui, elle ne s'est plus remarier. Elle est toujours toute seule. Elle ne s'est plus remarier. Elle est toujours toute seule. Son commerce aussi, ça commence à un peu tâtonner. Comme on dit, quand le diable rentre dans ta vie, c'est toujours un combat toute la vie. Vous voyez, c'est un combat toute la vie. Donc ma mère, elle essaie toujours de s'en sortir, toujours dans la prière. On va voir des tradis, comment on les appelle? Des tradis praticiens à chaque fois pour aider, pour que son commerce, ses affaires puissent revenir. Donc, c'était un peu ça mon histoire. C'est ça que je dis. Quand tu épouses un homme, il faut voir son côté spirituel aussi. Parce que souvent, on s'attarde au physique, il travaille, il a l'argent, mais on oublie le côté spirituel. Parce que le spirituel, vraiment, c'est la base de toutes choses. Aujourd'hui, la vie de ma mère, disons, ça a été détruit parce qu'elle n'est plus celle qu'elle était avant. Ma mère, elle était très belle, une très, très belle femme. Mais aujourd'hui, elle a fané, elle a maigri pour son âge. Quand tu vois son âge, elle a pas 50 ans à ma mère. Elle n'a pas 50 ans, mais quand tu vois son physique aujourd'hui et son âge, ça ne colle pas. Donc, moi, c'est ça que je voulais dire. Juste mes soeurs, mes frères, des hommes, des femmes, faites attention avec des gens avec qui vous vous mettez ensemble. Ça peut détruire ta vie et détruire la vie de tes enfants. Donc, merci beaucoup. Merci DMG, au revoir. Les commentaires. Oui, vendredi à live, femme noire. Bonsoir Aline. Bonsoir DMG, comment allez-vous? Très bien, et vous? Comment va le groupe? Très bien, il n'y a même pas... Alors moi, je remarque qu'il n'y a pas d'homme dans le direct aujourd'hui. Hey, c'est vrai. Alors moi, je suis montée ce soir pour vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans ma famille. J'avais un cousin, donc le frère le fils à ma tante, donc à la grande sœur à ma mère. Alors il vivait ici à la capitale. Moi je signale que je suis au Gabon, à Libreville. Il vivait des petits métiers. Il était photographe, il est quitté de photographe. Il bricolait un peu, comme on dit ici, bricolait. Alors c'est comme ça que ma mère, étant avec mon père travaillait quelque part. Il était dans un ministère, paix à son âme déjà. Mon père était une personne qui aimait beaucoup les fusils, les fûts. Bon, comme nous sommes sur TikTok, les fûts. Donc, c'est comme ça que les armes, en fait. C'est comme ça que mon père, il avait 2 femmes. Donc, ses armes, il les partageait souvent et tout ça. Alors, c'est comme ça que mon père prend une arme, les armes pour les éléphants. À l'époque, hein, là, je vous parle des années 92, 90 par là, avant que la loi ne change en fait. Alors c'est comme ça que mon père prend une arme, il remet à ma mère, il dit à ma mère, bon tiens, ce truc là, ça pourra te produire de l'argent, tu pourras le donner aux chasseurs qui peuvent faire la chasse et tout. Ma mère étant comme elle est, avec un grand cœur, c'est comme ça qu'elle, mon cousin en question, mon feu cousin,
Viens voir ma mère à la maison. Dis à ma mère, bon, écoute, moi, je ne fais rien à Libreville. Je suis fatiguée de vivre des bricoles et tout ça. Je préfère aller m'asseoir au village. Mais pour aller m'asseoir au village, il me faut quelque chose qui peut me produire de l'argent. Et maman lui a dit, qu'est-ce que tu veux et tout. Il a dit à maman, bon, moi, je veux un fusil et tout. Je pourrais aller à la chasse et revenir. Je pourrais vendre le gibier. Maman a dit, ok, y a pas de souci. Y a pas de problème. C'est comme ça que ma mère prend l'arme et tout ça, machin, lui remet. Il dit, bon, va au village. C'est comme ça que mon cousin descend au village. En allant au village comme ça, il s'installe très bien, il faisait la chasse, ça passait, il vendait aux commerçantes. Et comme d'habitude, il a été tenté par des personnes, je vais pas citer le nom ici. Il a été tenté et ces personnes-là l'ont dit, mais non, pour mieux réussir dans ça et tout, tu vas voir, nous, on va t'amener quelque part. Mon cousin dit, ah, m'amener quelque part, oh oui. Je signale déjà qu'il avait commencé à faire ça depuis Libreville ici. Bon, il avait commencé déjà ses petites pratiques depuis Libreville. C'est après qu'on a su ça, après son décès. Alors, il descend au village, comme je disais. Après, il a commencé ces personnes-là l'ont amené quelque part, je ne sais pas où. Ils l'ont amené, mon cousin est parti. Et là-bas, la personne, le tradit praticien où ils sont partis, a fait des trucs sur lui et tout ça. Il lui a dit, non, tu vas devenir grand chasseur et tout, tu vas avoir de l'argent. C'est comme ça que mon cousin est revenu sur le village. Et il prospérait déjà. Il prospérait, tout le monde entendait parler. Même ma mère ici à Libreville disait, ah, c'est comment Jean, bon, on va l'appeler Jean, c'est comment Jean, j'entends parler de lui ici. À chaque fois que les commerçantes, elle entendait même, elles vont au marché, elle va acheter le gibier pour la cuisine et tout ça, machin. On lui dit, oh non, il y a un bon chasseur là, à tel endroit, il est vraiment fort, le gars là, non, tu peux trouver tous les gibiers. Ma mère dit, comment ça? On cite le nom, elle dit, ah, c'est quand même l'enfant de ma grande sœur. Bon, après, machin, bref. C'est comme ça que ma mère dit, bon, ok, comme il s'en sort, ça me fait déjà du bien, ça fait un poids de moins et tout, nous sommes à Libreville. C'est comme ça, mais mon cousin venait de temps en temps, il faisait des tours à Libreville. Quand il arrive, il donnait souvent un peu maman de l'argent, mais ma mère, bizarrement, maman refusait toujours cet argent-là. Maman disait, non, je n'en ai pas besoin. Pourtant, maman était dans bon, les femmes, nous sommes toujours dans le besoin. Soit on va mettre dans une tontine ou machin. Mais ma mère, bizarrement, elle avait un instinct. Elle disait toujours, non, je n'en ai pas besoin et tout. Tu peux aller acheter telle chose à ta mère ou va faire des travaux au village et tout. Donc, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et en allant, comme vous savez, quand vous allez chez ces gens-là, il y a toujours une contrepartie. C'est comme ça qu'un soir, le marabout en question l'appelle, le praticien en question l'appelle, il lui fait comprendre que, mais, attends, tu es parti, oui, c'est bon, tu es devenu grand chasseur et tout, on entend parler de toi et tout, machin, mais non, il faut venir, tu viens écouter les conditions. Mon cousin dit, quelles conditions encore? Je suis venu, j'ai fait le travail chez toi, j'ai fait ce que j'avais à faire, machin. Le monsieur lui dit, ah bon? On t'a dit que c'est comme ça que ça se passait? C'est comme ça qu'il appelle maintenant les personnes qui l'ont amené vers le monsieur en question. Ils vont lui dire, écoute, je ne comprends, il les demande, il dit, mais je ne comprends pas les gars, vous m'avez amené quelque part, mais non, ça va pour moi et tout. La personne m'appelle maintenant pour me dire, non, il y a une contrepartie. Quelle est la contrepartie? Les gars m'ont dit, mais attends, tu penses que quand on t'a amené, il n'y a pas de contrepartie? En toute chose, il y a une contrepartie. C'est comme ça que mon cousin se déplace, il va trouver la personne en question. La personne lui dit, bon, ben, la contrepartie, c'est quoi? C'est que tu nous donnes ta mère, ou si tu ne nous donnes pas ta mère, tu nous donnes ton grand frère, ou tu ne nous donnes pas ton grand frère, tu nous donnes ta tante, donc ma mère. Alors mon cousin vient, il vient s'asseoir, il cogite, il dit, ah, ma mère. Ce que je tiens d'abord à signaler que ma mère est la dernière de 10 enfants. 10. Donc ma mère est la dernière de 10 enfants dans sa famille. Elle est la 10e, donc c'est elle la dernière. Et elle avait, je pense à l'époque, maman devait avoir 50 ans. Donc, imaginez-vous ses grandes sœurs, celles qui sont leurs aînées. Donc, elles étaient des mamans de ma mère, en fait. Et, étant donné, connaissant notre province avec ce que nous savons, nous connaissons dans les familles et tout ça.
Et mon grand-père, c'était une personne qui était très protecteur pour ses enfants. Donc, à chacun d'eux, il les a travaillés à sa manière, mais de bonne manière, hein, de la bonne manière, pas de mauvaise manière. Donc, c'est comme ça que le petit, il vient, il cogite pendant des mois et des mois et des mois et des mois, mais ça a commencé à l'harceler. Les gens, les marbous, le tradit praticien en question commençait à l'harceler, à l'envoyer des nouvelles. Donc, pendant ce temps, il s'est dit, non, il ne peut pas donner son frère, parce qu'il a d'abord tenté par son frère. Son frère a fait un accident pratiquement mortel, hein. Mais je pense que les gens se souviennent bien, les Gabonais vont se souvenir de cet accident-là où il y a eu un bus, où il y a eu, excusez-moi pour ce que je veux dire, il y a eu, je pense, 30 personnes qui se sont brûlées dans un bus à Content, ou je sais pas où là. Je pense que les Gabonais vont se reconnaître. Il faisait partie de ces personnes, mais il a pu sortir de là. Alors, donc, par la grâce de Dieu, son frère n'est pas décédé et son frère était beaucoup en Christ. Il priait beaucoup. Il priait vraiment beaucoup. Il s'en est échappé. Quelque temps après, ma mère aussi a frôlé un accident. Et Dieu merci, ma mère n'est pas passée. Je tiens à signaler que ma mère est la dernière. Donc, les gens qui connaissent bien les familles, il y a les aînés d'une famille et il y a les derniers d'une famille. Ces deux personnes-là, ne tentez jamais de chercher à les faire du mal. Parce que le premier, c'est celui qui ouvre la porte. La dernière, c'est elle qui ferme la porte. Donc, les gens qui font du mal aux gens là, ces deux côtés-là, ne cherchez pas. Ceux qui sont au milieu ne sont pas trop machés, mais ce sont les premiers et les derniers. Donc, c'est comme ça qu'il commence à cogiter. Après, il n'a pas pu avoir son grand frère, il n'a pas pu avoir sa tante, et sa tante qui est ma mère. Non, il s'est dit, bon, je vais me retourner du côté de ma mère, donc sa propre mère à lui. Il ne savait pas comment faire. Donc, qu'est-ce qu'il faisait quand ma tante, les cuisines du village, quand ma tante mange, il ramassait les restes de ma tante. Si ma tante a mangé du poisson, les arêtes là qu'elle a sucé, tout ça là, la salive de ma tante était à l'intérieur, donc il ramassait. Il a pris des photos de ma tante, il a amené chez le marabout en question. Le marabout commence le travail, il a tenté, rien. Ma tante étant l'aînée de 10, donc d'une grande famille, il a tenté, le marabout a tenté, rien. Le marabout a tenté, rien. Il a fait ça, je pense, pendant 1 an. Oh! Et mon cousin commençait à détester sa mère. Une personne qui était très fusionnelle avec sa mère, mais il a commencé à détester sa mère dans le village. Les gens en parlaient et tout ça, et tout. Le frère est même descendu à lui demander, mais tu as quel problème, tu détestes maman et tout ça. Ça s'est passé comme ça. Alors, quelque temps après, le marabout, voyant qu'il ne pouvait pas atteindre la dame, était obligé d'appeler mon cousin pour dire à mon cousin, non, mon frère, c'est toi que je prends. Hein. Et du jour au lendemain, comme ça, mon cousin va en brousse. Quand il revient, il vend son gibier. Dès qu'il avait fini de vendre son gibier, il va au marigot aller se rincer et tout. Quand il remonte, il commence à délirer. On l'attache et tout ça et tout, machin. On l'amène chez notre tradit praticien. Au temps d'amener le tradit praticien en question, il a fait son travail. Il a dit, mais non, vous l'amenez, il est déjà trop tard. Parce que lui-même, il sait ce qu'il a fait. Le tradit praticien lui demande à mon cousin, parle, dis ce que tu voulais faire. Mon cousin dit non, il ne peut pas parler. S'il parle, il part. On l'a forcé, on a dit non, il faut que tu parles et tout pour qu'on te soigne. C'est deux choses. Alors mon cousin est obligé. Il a parlé, il a dit non, je voulais prendre ma mère parce que je voulais être un grand chasseur. Je voulais encore avoir plus d'argent que ce que j'ai. Non seulement ma mère, j'ai voulu prendre ma mère, j'ai aussi voulu prendre ma tante et j'ai voulu prendre mon frère. Et c'est comme ça qu'il s'est confessé. Il a dit... Il a vraiment fait des confessions, il a parlé de beaucoup de choses, d'autres choses de la famille, bon bref. Et c'est comme ça que mon cousin est parti. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que n'ayons pas des longs yeux. Les longs yeux ne payent pas. Ça ne paye pas du tout. Au contraire, ça vous met dans des problèmes. Parce que s'il aurait fait la chasse simplement, il n'allait pas arriver à ce niveau-là. Il n'allait pas arriver au niveau où il a tenté d'en finir avec son propre frère ou sa propre tante qui l'a aidé. Et c'est à partir de ce jour-là que ma mère est devenue très distante avec la famille parce qu'elle a eu peur après. Parce qu'après,
Après ça, il y a eu des problèmes entre ma tante et ma mère. Parce que ma tante l'a accusé ma mère de dire, non, c'est toi qui l'avais donné l'arme pour aller faire la chasse. S'il n'aurait pas pris l'arme, il n'allait pas être tenté. Entre-temps, nous, on sait qu'il avait déjà commencé à faire ces pratiques-là ici, sans qu'il ne soit déjà allé voir ma mère pour lui donner l'arme. Donc, n'ayons pas les grands yeux, n'ayons pas les longs yeux. Ce que Dieu nous donne par jour, c'est ce qu'il a prévu. Dieu ne donne pas quelque chose au hasard. Dieu, quand il donne, il prévoit que si tu es un commerçant, je te donne seulement 10 clients pour la journée. Tu vas tout faire, à beau tout faire, tout ce que tu pourras faire, ce sera 10 clients. Et dans ces 10 clients, tu pourras vivre avec ça. N'ayons pas les longs yeux, je vous en supplie, les Africains. Évitons un peu ça. Prenons un peu notre vampire là que nous avons, excusez-moi DMG, mais prenons un peu notre vampire que nous avons là pour développer l'Afrique, pour faire avancer l'Afrique. Vous voyez les Chinois, ils prennent leur vampire pour développer la Chine. Mais nous, on prend notre vampire pour finir avec nos propres membres de la famille, notre propre famille. Est-ce que vous trouvez ça normal, en fait? Bon, c'est ma petite histoire de ce soir. C'est directement dans ma famille, c'est mon cousin à moi. Et c'est malheureux. Mais merci. Bonne soirée. Peut-être que je vais remonter tout à l'heure. Merci beaucoup Aline pour l'histoire.